Alors que ma fille de 7 ans mettait la table à Noël, ma sœur a lancé une vidéo en direct sur Facebook et a dit « Regardez tout le monde, ce que je vais faire à l'enfant de cette ratée ». Elle a attrapé des ciseaux et a coupé les cheveux de ma fille. Et quand celle-ci a commencé à pleurer, elle lui a vaporisé du parfum partout et y a mis le feu. Ma fille a été la proie des flammes tandis que ma sœur riait hystériquement, et mes parents se tenaient là, riant eux aussi. Au moment où je suis entrée dans la pièce et ai vu mon enfant en feu, ses cheveux disparus et sa peau brûlante, je me suis précipitée pour éteindre les flammes et leur ai crié d'horreur. J'ai immédiatement appelé le 911 et c'est alors qu'ils ont commencé à supplier, disant que ma sœur s'amusait juste. Je les ai regardés froidement et j'ai dit, ce ne sera pas la fin. J'ai pris ma fille et je suis partie. Le lendemain, en ouvrant leur porte, ils se sont effondrés sur le sol. L'odeur de pain d'épices aurait dû être le souvenir le plus marquant de ce réveillon de Noël. Au lieu de cela, la puanteur acide de cheveux brûlés et de tissus synthétiques fondus s'est gravée de manière indélébile dans ma conscience, remplaçant chaque souvenir agréable de vacances que j'avais jamais possédé. Ma fille Grace était si excitée à l'idée d'aider aux préparatifs du dîner de Noël. À 7 ans, elle prenait ses responsabilités au sérieux, plaçant avec soin chaque fourchette et chaque couteau parfaitement alignés sur la table à manger en acajou de mes parents. Ses boucles blondes rebondissaient à chaque mouvement tandis qu'elle fredonnait doucement mon beau sapin. J'étais allée dans la cuisine pour vérifier le rôti lorsque la voix de Mélissa a percé l'atmosphère paisible. Ma sœur cadette avait toujours eu un penchant pour le drame, mais son ton portait quelque chose de plus sombre ce soir-là. Depuis mon divorce avec Roger 2 ans auparavant, Grace et moi nous étions rapprochés de ma famille, une décision que je regretterai bientôt pour le reste de ma vie. Et tout le monde, regardez ça. Le rire strident de Melissa Coleman résonnait depuis la salle à manger alors qu'elle tenait son téléphone. La notification Facebook Live montrerait plus tard qu'elle avait rassemblé plus de 200 spectateurs en quelques secondes. Regardez ce que je vais faire à l'enfant de cette ratée. La voix confuse de Grace parvint par l'embrasure de la porte. Tante Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Le claquement métallique des ciseaux coupant les cheveux me glaça le sang. Au moment où mes jambes me portèrent à l'entrée de la salle à manger, des touffes des magnifiques cheveux blonds de Grace jonchaient le sol comme des feuilles d'automne tombées. Arrête de bouger, petite peste, gloussa Mélissa, maniant les ciseaux avec une précision maniaque. Les sanglots de Grace remplirent la pièce alors que de plus en plus de cheveux tombaient, laissant des zones inégales et déchiquetées sur sa petite tête. Ma mère, Patricia Coleman, se tenait près de l'armoire à vaisselle, son verre de vin levé dans un semblant de toast tandis qu'elle ricanait. Mon père, Kenneth Coleman, s'appuyait contre l'encadrement de la porte, ses épaules secouées de rire. Maintenant, pour le grand final, annonça Mélissa à son public en ligne. Elle attrapa un flacon de parfum orné sur le buffet. Le Chanel numéro 5 vintage que ma grand-mère avait laissé à ma mère. Le flacon de cristal capta la lumière tandis que Mélissa aspergeait ma fille terrifiée. Grace toussa et s'étouffa alors que la fragrance lourde d'alcool imprégnait sa robe de fête. Le tissu de velours rouge s'assombrissait à chaque vaporisation. Le temps se comprima en un seul instant horrible tandis que Mélissa ouvrait son briquet. La petite flamme toucha la robe imbibée de parfum de Grace et soudain, ma petite fille fut engloutie dans un éclair de flamme bleue. L'alcool du parfum créa un feu féroce mais bref qui enflamma le tissu de velours en dessous. Des flammes oranges commencèrent à consumer la robe à mesure que l'éclair initial d'alcool s'apaisait, se propageant sur le tissu et léchant ses cheveux fraîchement coupés. Ses cris me transpercèrent comme des lames physiques. Le rire de mes parents atteignit un crescendo tandis que Grace se débattait désespérément, essayant d'échapper au feu qui dévorait ses vêtements et sa peau. Mélissa tenait son téléphone stable, narrant la scène pour son public Facebook avec une joie dérangeante. L'instinct maternel l'emporta sur le choc. J'attrapai la lourde nappe, faisant tomber la porcelaine sur le sol, et l'enroulai autour du corps brûlant de Grace. Les flammes luttaient contre mes efforts, mais je la roulai sur le tapis, étouffant le feu avec mon propre corps si nécessaire. Sa peau avait déjà commencé à cloquer. L'odeur de chair carbonisée mêlée de cheveux roussis et de tissus fondus créait un cocktail nauséabond qui me soulevait l'estomac. Les cris de Grace s'étaient estompés en gémissements, son petit corps tremblant violemment dans mes bras. « Qu'avez-vous fait ?» Les mots s'arrachèrent de ma gorge tandis que je berçais mon enfant blessé.
Mélissa baissa son téléphone, réalisant soudain que sa blague avait franchi la ligne du criminel. Oh, allons, Nathalie. On s'amusait juste. Elle va bien. S'amuser? Je tâtonnais pour mon téléphone tout en maintenant la pression sur les plaies de graisse. Vous avez mis le feu à mon enfant. Mes doigts tremblaient tandis que je composais le 911. La voix calme de l'opérateur me servit d'encre pendant que je signalais l'agression, fournissant notre emplacement et l'état de Grèce. Des sirènes hurlèrent au loin en quelques minutes. Raccroche le téléphone, ordonna mon père, son rire s'apaisant enfin. Pas besoin d'impliquer des étrangers dans une affaire de famille. De famille? Je le regardais avec incrédulité. Vous avez regardé votre petite fille brûler. Ma mère posa son verre de vin avec un soin délibéré. Nathalie, tu réagis de manière excessive. Mélissa ne voulait pas faire de mal. Dis-leur que c'était un accident. Elle l'a diffusé en direct. Je serrai Grèce plus fort contre moi alors qu'elle gémissait de douleur. Des centaines de personnes l'ont vu faire cela délibérément. Le visage de Mélissa s'était vidé de ses couleurs. Supprime la vidéo, chuchota-t-elle frénétiquement, tapotant l'écran de son téléphone. Pourquoi ça ne veut pas supprimer? Les ambulanciers firent irruption par la porte d'entrée, suivis de près par des policiers. Ils prirent immédiatement les choses en main, transférant délicatement Grèce sur une civière tout en documentant ses blessures. L'odeur d'antiseptique masquait à peine la puanteur de la chair brûlée tandis qu'il travaillait. Madame, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? L'officier Rodriguez gardait sa voix douce mais professionnelle. Je racontais les événements pendant que l'urgentiste stabilisait Grèce. Chaque détail me donnait l'impression d'avaler du verre brisé, les ciseaux, le parfum, ce moment terrible où la flamme rencontra la chair. Elle ment, interjeta Mélissa. C'était un accident. Dis-leur, maman. Ma mère s'avança, ayant posé son verre de vin avec des mains tremblantes. Officier, ce n'est qu'un malentendu. Les enfants se blessent parfois. Pas besoin d'en faire une affaire fédérale. Madame, nous devrons voir ce téléphone, dit l'officier Rodriguez à Mélissa. Si vous avez diffusé cet incident en direct, c'est une preuve. Je l'ai supprimé. Mélissa serra son téléphone de manière protectrice. La criminalistique numérique peut récupérer les fichiers supprimés, l'informa l'officier. Je vous suggérerais de coopérer. Les urgentistes se préparèrent à transporter Grèce, son petit corps semblant si minuscule à côté de l'équipement médical. Nous devons partir maintenant, me dit l'un d'eux. Elle a des brûlures au second et au 3e degré. Chaque seconde compte. Je montai dans l'ambulance, m'arrêtant à la porte pour jeter un dernier regard à ma famille. Ils étaient blottis les uns contre les autres, leurs visages révélant les premières fissures de la peur sous leurs façades insensibles. Ce ne sera pas la fin, dis-je doucement. Mais mes mots portaient le poids d'un serment de sang. L'hôpital devint mon monde pendant les 3 semaines suivantes. Grèce subit une chirurgie d'urgence pour débrider les tissus brûlés et prévenir l'infection. Le médecin parlait d'un ton mesuré de greffe de peau, de physiothérapie et de traumatisme psychologique. Chaque mot résonnait comme une accusation supplémentaire de mon échec à la protéger. Le docteur Patel, le spécialiste des brûlures, avait été honnête dès le début. Madame Coleman, votre fille a subi des brûlures sur plus de 30% de son corps. Les zones où le parfum s'est concentré sont les pires brûlures au 3e degré, ayant endommagé toutes les couches de la peau. Son cuir chevelu, où ses cheveux ont été coupés et brûlés, nécessitera de multiples greffes. Ses cheveux repousseront-ils? Une question si futile face à la survie. Mais je savais que cela compterait pour Grèce. Dans les zones avec des brûlures au 2e degré, oui. Les sections au 3e degré, il hésita. Nous ferons de notre mieux avec les greffes, mais il y aura des cicatrices permanentes. La première nuit, j'avais été autorisée à rester dans la chambre de Grèce. Elle sombrait et sortait de la conscience, fortement sédatée, mais toujours gémissante. Chaque petit son brisait un autre morceau de mon cœur. Les infirmières venaient toutes les heures vérifier les signes vitaux et ajuster les médicaments. L'une d'elles, une femme bienveillante nommée Sarah,
m'apporta du café et une couverture vers 3 heures du matin. J'ai vu la vidéo, chuchota TL, les yeux brillants de larmes non versées avant qu'il ne la retire. S'il vous plaît, ne faites pas ça, dis-je doucement. Je ne peux pas en parler. Pas encore. Sarah hocha la tête et me serra l'épaule avant de reprendre ses rondes. L'unité de soins intensifs ronronnait de vie mécanique, les ventilateurs respirants, les moniteurs bipant, les pas silencieux du personnel médical luttant contre la mort minute après minute. Au matin, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Justice for Grace était en tête des tendances nationales. La vidéo, malgré les tentatives de Facebook pour la retirer, avait été enregistrée par capture d'écran et partagée des milliers de fois. Des commentaires affluaient, certains de soutien, d'autres horriblement cruels. J'ai éteint mon téléphone, incapable de gérer la réaction de la foule numérique, tandis que ma fille se battait pour sa vie. Mon ex-mari arriva le 2e jour, ayant pris un vol de Denver, où il s'était installé après notre divorce. Roger semblait épuisé, son costume de travail habituellement impeccable froissé par le vol de nuit. « Comment va-t-elle » Sa voix se brisa. « Et ne me sucrez pas la pilule. »« Nat, j'ai besoin de savoir. » Je récitai les faits médicaux comme une prière. Pourcentage de brûlure, degré des dommages, intervention chirurgicale, temps de récupération projeté. Les mots semblaient creux, inadéquats pour saisir la réalité de notre petite fille enveloppée de gaz et connectée à une douzaine de machines. Où sont-ils ? Les mains de Roger se serrèrent en poing. Votre famille. Où sont-ils ? En détention. Du moins Mélissa. Mes parents ont payé une énorme caution. 1 demi-million chacun. Leur avocat a réussi à obtenir l'assignation à résidence malgré la gravité. Ils sont libres après ce qu'ils ont fait ? Sa voix monta, attirant les regards du personnel infirmier. L'argent parle. Ils ont liquidé des investissements pour payer la caution. L'injustice me brûlait la gorge. Assignation à résidence avec des moniteurs de cheville jusqu'au procès. Mais Roger continuait de faire les 100 pas dans la petite salle d'attente comme un prédateur en cage. Je ne les ai jamais aimés. Tu le sais, mais je n'aurais jamais pensé. Mon Dieu, Nathalie, ils l'ont regardé brûler. Tes propres parents. Je sais. Que pouvais-je dire d'autre ? Comment pouvais-je expliquer une trahison si fondamentale qu'elle avait recablé ma compréhension de la nature humaine ? La détective Chen me rendit visite le 2e jour. Son expression était grave. Nous avons récupéré la vidéo du téléphone de votre sœur et des serveurs de Facebook. C'est difficile à regarder. Combien de personnes l'ont vue, demandai-je, bien que je redoutais la réponse. Le direct a eu plus de 3000 spectateurs avant que Facebook ne le retire. Mais des copies circulent sur d'autres plateformes. Elle fit une pause. Le procureur veut poursuivre cette affaire agressivement. Abus sur enfant, agression avec une arme mortelle, tentative de meurtre. Votre sœur risque de graves accusations. Et mes parents sont des complices. Ils n'ont fait aucun effort pour arrêter l'attaque et l'ont activement encouragée. La mâchoire de la détective Chen se serra. J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière, mais voir des grands-parents rire pendant que leur petit enfant brûle, c'est un nouveau niveau de bassesse. Grace bougea dans son lit d'hôpital, gémissant alors que l'analgésique s'estompait. Les bandages recouvrant sa tête et ses bras la faisaient ressembler à une petite momie. Les médecins lui avaient sauvé la vie, mais les cicatrices, physiques et émotionnelles, dureraient éternellement. Maman. Sa voix sortit en un râle. Pourquoi tante Mélissa m'a-t-elle fait du mal ? Je lissai la partie non bandée de son front, cherchant des mots qui pourraient expliquer une telle cruauté à une enfant de 7 ans. Certaines personnes sont brisées à l'intérieur, mon cœur. Ce n'est pas ta faute. J'ai fait quelque chose de mal ? J'étais méchante ? Non, bébé. Tu étais parfaite. Tu mettais juste la table comme je te l'avais demandé. Les larmes me brûlaient les yeux. Tout cela est de leur faute. Mon téléphone vibra avec un autre SMS de ma mère. J'avais bloqué leur numéro, mais ils trouvaient des moyens de contourner cela, utilisant les téléphones d'amis et créant de nouveaux comptes de réseaux sociaux.
Les messages alternaient entre culpabilisation et menaces, exigeant que j'abandonne les charges et affirmant que je détruisais la famille. Tu as tourné le dos à ton propre sang, lisait un message. La famille pardonne la famille. Laisse tomber cette absurdité avant de le regretter. Un autre de mon père, as-tu la moindre idée de ce que tu fais à notre réputation ? 40 ans à bâtir notre nom dans cette communauté, détruit par ta réaction excessive. Même leurs amis se joignirent à la campagne de harcèlement. Des gens que je connaissais depuis l'enfance m'envoyaient des messages me qualifiant de vindicative, dramatique, en quête d'attention. La dame du club de lecture de ma mère suggérait que j'utilisais les blessures de Grace pour la sympathie et probablement de l'argent. La foule du country club avec laquelle mon père jouait au golf insinuait que j'avais tout mis en scène pour un procès. Chaque message me paraissait une nouvelle trahison. Ces gens m'avaient vu grandir, avaient assisté à mon mariage, avaient célébré la naissance de Grace. Maintenant, ils se ralliaient à mes parents, choisissant leur dîner du samedi soir plutôt que la justice pour un enfant brûlé. Mon avocate, Janet Morrison, m'avait conseillé de tout documenter. De sauvegarder chaque SMS, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux. Ce harcèlement jouera en notre faveur lors de la sentence. En supposant qu'ils soient reconnus coupables, dis-je amèrement. Ils le seront. La confiance de Janet ne vacilla jamais. Cette vidéo est accablante. Aucun jury ne regardera un enfant être mis en feu sans broncher. Mais nous devons nous préparer à leur stratégie de défense, qui est une défense de santé mentale pour votre sœur. Elle a déjà subi une évaluation psychiatrique. Son avocat invoquera probablement une capacité diminuée, une folie temporaire provoquée par le stress des fêtes et l'alcool. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a annoncé à son public. Je sais, mais ils essaieront. Quant à vos parents, leur avocat pousse fort l'angle du témoin passif. Ils prétendront le choc, la paralysie, qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont ri. Le souvenir de leur amusement brûlait pire que toute flamme. Ils ont trinqué pendant qu'elle brûlait. La mâchoire de Janet se serra. La vidéo a aussi capturé cela. Croyez-moi, Nathalie, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Mais le doute me rongeait tandis que je regardais Grace endurer ses soins quotidiens des plaies. Les infirmières devaient débrider les tissus morts, un processus si douloureux que même une forte sédation ne pouvait masquer entièrement son agonie. Elle criait derrière les portes closes de la salle de traitement tandis que je m'asseyais dehors, mes ongles creusant des croissants dans mes paumes. Le docteur Patel émergea après une séance particulièrement difficile, sa blouse mouillée de sueur. C'est une battante. Beaucoup d'adultes ne pourraient pas supporter ce qu'elle endure. Combien de fois encore, demandai-je, bien que je redoutais la réponse. Quotidiennement pendant au moins une semaine encore, puis tous les 2 jours à mesure que la guérison progresse. Les greffes viendront après cela, probablement 3 chirurgies au minimum. Et ce n'est que la guérison physique. Il n'eut pas besoin de s'étendre sur la composante psychologique. Grace avait déjà commencé à montrer des signes de traumatisme, des terreurs nocturnes qui laissaient ses draps trempés de sueur, des crises de panique déclenchées par certaines odeurs, une peur profonde de quiconque s'approchait d'elle avec un objet quelconque dans les mains. La psychologue pour enfants de l'hôpital, le docteur Martinez, avait commencé à lui rendre visite quotidiennement. Les enfants traitent les traumatismes différemment des adultes. Le cerveau de Grace essaie de donner un sens à quelque chose d'insensé. Pourquoi des gens qui prétendent l'aimer lui ont-ils fait du mal ? C'est une trahison fondamentale de la confiance qu'il faudra des années à surmonter. 3 semaines après Noël, j'ai enfin pu emmener Grace en soins de transition, mais pas à notre appartement. L'attention médiatique avait rendu notre adresse publique, et les journalistes campaient dehors, espérant une déclaration. Un groupe de défense des victimes avait organisé un logement temporaire dans une suite d'hôtel, complète avec sécurité. Le trajet de l'hôpital à l'hôtel devint sa propre épreuve. Les journalistes attendaient à chaque sortie, leurs caméras prêtes à capturer la tragédie pour le journal du soir. La sécurité de l'hôpital formait un couloir protecteur, mais les flashs continuaient d'exploser comme des feux d'artifice à notre passage. Nathalie, que pensez-vous du fait que votre sœur se soit vue refuser la caution ? Grace aura-t-elle besoin de plus de chirurgie ?
Blâmez-vous vos parents? Est-il vrai que vous avez reçu des menaces de mort? Leurs questions nous criblaient comme des pierres. J'ai protégé le corps bandé de Grace du mieux que je pouvais. Son petit corps était recroquevillé contre le mien. Elle avait commencé à porter des lunettes de soleil, non pas pour la mode, mais parce que les lumières vives déclenchaient des crises de panique, des flashbacks de l'étincelle du briquet de Mélissa. La suite d'hôtel ressemblait à un sanctuaire après le chaos, 2 chambres, une kitchenette, et surtout, un garde de sécurité posté à l'extérieur. Le groupe de défense avait pensé à tout, des fournitures de soins pour brûlures adaptées aux enfants, des vêtements doux qui n'irriteraient pas la peau en voie de guérison, même des jouets et des livres pour occuper une enfant de 7 ans traumatisée. C'est comme un petit appartement, observa Grace, explorant prudemment. Le mouvement faisait encore mal, tirant sur les tissus en guérison et les nouvelles greffes. C'est notre espace sûr pour l'instant, lui assurai-je. Juste toi et moi, ma petite. Cette première nuit, elle se réveilla en hurlant. Rien d'inhabituel. Les terreurs nocturnes avaient commencé à l'hôpital, mais cette fois, elle s'arrachait les bandages, convaincue qu'elle était à nouveau en feu. Ça brûle. Faites que ça arrête de brûler. Elle se débattait contre ma prise alors que j'essayais de la calmer. Tu es en sécurité, Grace. Il n'y a pas de feu. C'est juste la guérison. Ton corps travaille dur pour aller mieux. Il fallut 1 heure pour la calmer. 1 autre heure avant qu'elle ne retrouve le sommeil. Je la serrai contre moi tout au long, fredonnant les berceuses que je lui chantais quand elle était bébé, avant que le monde ne nous montre son visage cruel. Le lendemain matin, un appel de mon avocate, Janet Morrison. Nous devons discuter de la situation médiatique. L'histoire est devenue internationale, BBC, Al Jazeera, des médias dont je n'ai jamais entendu parler. Tout le monde veut une exclusivité avec vous. Absolument pas, Grace a besoin d'intimité pour guérir. Je suis d'accord. Mais nous devrions envisager une seule déclaration, quelque chose pour satisfaire l'intérêt public, espérons-le, réduire la pression. Sinon, ils continueront de vous harceler. Nous avons élaboré quelque chose de simple, gratitude pour le soutien, demande d'intimité, confiance dans le système judiciaire. Janet l'a diffusé par l'intermédiaire de son cabinet, mais cela n'a guère endigué la marée. Au contraire, notre silence nous rendait plus intrigantes pour les vautours qui tournaient autour de notre tragédie. Les réseaux sociaux étaient pires que les informations traditionnelles. La vidéo, malgré les tentatives des plateformes de la supprimer, survivait sous forme de captures d'écran et de vidéos de réaction. Les gens disséquaient chaque seconde, analysant l'expression de Mélissa, le rire de mes parents, la terreur de Grace. Des théories du complot poussaient comme des mauvaises herbes, toute la famille était impliquée. Abus rituels. Big Pharma les a réduits au silence pour cacher des preuves d'empoisonnement. L'enfant l'a probablement mérité. Nous ne connaissons pas toute l'histoire. Cette dernière catégorie faisait le plus mal. Des étrangers se demandaient ce qu'une enfant de 7 ans aurait pu faire pour mériter d'être immolée. J'ai supprimé tous mes comptes sociaux, mais des amis me transmettaient les pires commentaires, pensant que je devais savoir ce qui se disait. Le docteur Martinez, la psychologue pour enfants, venait à l'hôtel 2 fois par semaine. Elle avait installé un poste de ludothérapie portable avec des poupées et du matériel artistique pour aider Grace à traiter son traumatisme. Les enfants se blâment souvent eux-mêmes pour la violence des adultes, expliqua-t-elle lors d'une séance avec les parents. Grace n'arrête pas de demander ce qu'elle a fait de mal, pourquoi sa tante l'a choisi. Il est crucial que nous lui répétions que rien de ce qu'elle a fait ou aurait pu faire ne justifierait cette attaque. Elle mettait juste la table, dis-je pour la 100e fois, juste une enfant serviable la veille de Noël. La logique ne s'applique pas au traitement des traumatismes. Dans l'esprit de Grace, il doit y avoir une raison. Les enfants ont besoin que le monde ait un sens, qu'il y ait des causes et des effets. La cruauté aléatoire est trop terrifiante à accepter. La physiothérapie commença la 2e semaine. Un thérapeute mobile venait à l'hôtel avec de l'équipement pour aider Grace à retrouver son amplitude de mouvement. Les exercices étaient une agonie, étirant la peau en guérison, brisant le tissu cicatriciel avant qu'il ne puisse se contracter et limiter le mouvement. Je ne veux pas, sanglota Grace, recroquevillée sur le canapé.
Ça fait trop mal. Je sais, mon cœur, mais si nous ne faisons pas les exercices, les cicatrices deviendront serrées. Tu ne pourras pas bouger correctement. Je m'en fiche. J'ai déjà assez mal. Ces moments me brisaient. Forcer mon enfant à endurer plus de douleur, même pour son propre bien, me semblait une nouvelle trahison. Mais l'alternative à un handicap permanent, une perte de fonction était pire. Le thérapeute, Marcus, avait travaillé avec des victimes de brûlures pendant 20 ans. Il savait exactement comment pousser, quand se reposer, comment transformer les exercices en jeu. Lentement, douloureusement, Grace commença à s'améliorer. « Tu es l'enfant la plus forte avec qui j'ai jamais travaillé », lui dit-il après une séance particulièrement difficile. La plupart des adultes n'ont pas ta détermination. Je ne me sens pas forte, admit Grace. J'ai peur tout le temps. Être forte ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qui doit être fait malgré la peur. Mon téléphone sonna alors que j'installais Grace dans le lit d'hôtel. Un numéro inconnu, mais quelque chose me poussa à répondre. Nathalie? La voix de Barbara, une amie de ma mère, sonnait tendue. Je suis à l'hôpital avec tes parents et Mélissa. Quelque chose est arrivé. Mon pouce accéléra. Quel genre de quelque chose? Ils se sont tous effondrés ce matin en essayant de quitter la maison. Les médecins ne comprennent pas ce qui ne va pas. Ils font des tests, mais, elle baissa la voix, ils sont en mauvais état. Vraiment très mauvais. Je mis fin à l'appel sans répondre. Grace avait besoin que je lui lise une histoire, et cela primait sur tout ce qui était arrivé à ses agresseurs. L'aventure de la petite sirène me semblait bien plus importante que le destin de personnes qui pouvaient regarder un enfant brûler. La nouvelle éclata ce soir-là. Famille locale hospitalisée dans des circonstances mystérieuses. Le reportage montrait la maison de mes parents bouclée avec du ruban de confinement pour matières dangereuses tandis que des enquêteurs en combinaison de protection prélevaient des échantillons. Les voisins décrivirent les 3 personnes trébuchant hors de leur porte d'entrée avant de s'effondrer sur la pelouse, convulsant et écumant à la bouche. Mon avocat appela quelques minutes plus tard. « Nathalie, où étiez-vous ce matin ?» À l'hôtel avec Grace. Les images de sécurité le confirmeront. Pourquoi? La police pourrait avoir des questions. Votre famille a ingéré quelque chose de toxique. Ils ne savent pas encore quoi. Étant donné les circonstances de l'attaque de votre fille, il laissa l'implication en suspens. Vous pensez qu'ils me soupçonneront? Vous aviez un mobile, mais vous avez aussi un alibi. Soyez juste préparés. 2 détectives arrivèrent à l'hôtel cet après-midi-là. Le détective Norris, un vétéran aux yeux doux et aux tempes grises, mena l'interrogatoire tandis que son jeune partenaire, le détective Singh, prenait des notes. Madame Coleman, nous devons établir votre emploi du temps pour les 72 dernières heures, commença Morrison doucement. Je leur détaillai chaque instant, les journaux de sécurité de l'hôtel, les routines de Grace, le programme de médicaments qui nécessitait ma présence toutes les 4 heures, les infirmières qui pouvaient vérifier que je n'avais pas quitté son chevet, les reçus du service en chambre horodatés tout au long de chaque journée. Je n'ai pas quitté cet hôtel, sauf pour emmener Grace à ses rendez-vous de soins de plaie, dis-je fermement. Et nous avons un chauffeur des services aux victimes qui peut vérifier ses trajets. Le détective Singh leva les yeux de ses notes. Avez-vous une idée de qui pourrait vouloir nuire à votre famille? À part chaque être humain décent qui a vu cette vidéo, les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. L'expression de Morrison resta neutre. Nous devons explorer toutes les possibilités. Votre sœur avait un suivi important sur les réseaux sociaux. Parfois, le harcèlement en ligne dégénère en violence réelle. Elle avait plus de 50 000 abonnés, confirmai-je. Elle essayait de devenir une influenceuse. Contenu de style de vie farce. Je faillis m'étouffer avec le mot. Bien que je doute qu'elle obtienne des contrats de marque depuis la prison. Concernant le poison, interjeta Singh. Les tests préliminaires montrent que c'est quelque chose d'exotique. Pas votre variété standard de quincaillerie. Cela nécessitait des connaissances et un accès spécialisé. Je ne saurais pas par où commencer pour trouver quelque chose comme ça, dis-je sincèrement.
Je suis graphiste, pas chimiste. Ils m'interrogèrent pendant 1 heure de plus, couvrant l'histoire de ma famille, toutes les menaces que j'avais reçues, les ennemis possibles. Je répondis honnêtement. Les menaces provenaient toutes des partisans de ma famille, non pas dirigées contre eux. Au contraire, la foule en ligne voulait la tête de Mélissa sur un pic. 2 semaines après l'attaque, j'étais assise avec Grace tandis qu'elle jouait avec son dîner. L'analgésique lui coupait l'appétit, mais la nutritionniste insistait sur le fait qu'elle avait besoin de calories pour guérir. Maman, grand-mère et grand-père sont-ils malades? Elle avait entendu des fragments de conversation. Son esprit de 7 ans essayait de reconstituer le chaos du monde adulte. Oui, mon bébé. Les enfants avaient le don de toucher droit au cœur des choses. Ils sont très malades à cause de ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas pourquoi ils sont malades. Parfois, les gens tombent juste malades. Jenny à l'école dit que c'est le karma. Grace poussa des petits pois sur son assiette. Elle dit que quand tu fais de mauvaises choses t'arrivent. Qu'en penses-tu? Elle y réfléchit avec la gravité que les enfants réservent aux grandes questions de la vie. Je pense que je ne veux pas que personne n'ait mal. Même s'ils m'ont fait mal, avoir mal, c'est horrible. Ma gorge se serra. Même après tout cela, elle gardait un cœur pur. Ils avaient brûlé son corps mais n'avaient pas touché son esprit. Tu es une meilleure personne que la plupart des gens, Grace Elizabeth Coleman. Vont-ils s'en sortir? Je choisis mes mots avec soin. Je ne sais pas, mon cœur. Nous devrons attendre et voir. L'enquête se déroula au cours des semaines suivantes comme une catastrophe au ralenti. Les toxicologues trouvèrent des traces d'un poison exotique dans le sang de ma famille, quelque chose dérivé du rare mançonnier qui causait la paralysie, la défaillance d'organes et une douleur atroce. La substance avait été introduite par le système de ventilation de leur maison, garantissant qu'ils l'inhaleraient dès qu'ils ouvriraient leurs portes. Mélissa mourut la première. Le public du direct qui l'avait vu torturer Grace assista maintenant à ces derniers instants à travers les reportages et les images d'hôpital divulguées. L'ironie n'échappa à personne. Mon père l'a suivi 2 jours plus tard, son corps incapable de lutter contre les effets du poison malgré un traitement agressif. Ma mère s'accrocha 1 semaine de plus, consciente mais incapable de parler ou de bouger, piégée dans un corps défaillant tandis que des machines la maintenaient en vie. Je lui rendis visite 1 fois. La luminosité stérile de l'unité de soins intensifs mettait en évidence chaque tube et chaque fil la reliant à la vie. Ses yeux suivirent mes mouvements alors que je m'approchais, grand d'une peur ou d'un regret possible. Les infirmières m'avaient prévenu de son état, paralysie complète du cou vers le bas, insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique, reins et foie montrant des signes d'arrêt. Le poison exotique avait été particulièrement cruel, laissant l'esprit intact tandis que le corps se désintégrait. Je tirai la chaise du visiteur assez près pour qu'elle puisse me voir clairement. Ses yeux, du même noisette que les miens, dartèrent frénétiquement, pupilles dilatées par la médication et la terreur. « Bonjour, mère. » Des larmes s'échappèrent du coin de ses yeux, coulant sur ses tempes jusqu'à ses cheveux gris qui avaient perdu leur perfection habituelle de salon. Le ventilateur sifflait rythmiquement, respirant pour des poumons qui avaient oublié comment. Les médecins disent que vous pouvez m'entendre, dis-je doucement, m'asseyant sur la chaise du visiteur. Alors, je veux que vous sachiez quelque chose. Grace va s'en sortir. Elle aura des chirurgies, de la thérapie, des années de récupération devant elle, mais elle survivra. Elle est plus forte que vous ne l'avez jamais été. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes qui n'avaient nulle part où aller. Voulez-vous savoir ce qu'elle m'a demandé hier? Elle a demandé si vous étiez malade à cause de ce que vous lui avez fait. Une enfant de 7 ans essayant de comprendre le karma, la cause et l'effet, la justice. Je me penchai légèrement. Je lui ai dit, parfois, les gens tombent juste malades. Parce que, contrairement à vous, je n'empoisonnerai pas le cœur de ma fille avec la vérité sur sa propre famille. Le rythme des moniteurs cardiaques s'accéléra, les alarmes commençant à tinter doucement alors que ses signes vitaux montaient en flèche. Vous avez ri, continuai-je, ma voix ferme malgré la tempête en moi. Vous avez levé un verre pendant que votre petite fille criait.
Vous avez choisi la cruauté plutôt que la compassion, vous avez pris le parti du mal plutôt que de l'innocence. Et maintenant, vous payez pour ce choix. Ses yeux dartèrent vers la porte, espérant peut-être un sauvetage, quelqu'un pour me faire arrêter. Mais le personnel de l'USI avait vu la vidéo. Ils accomplissaient leur tâche médicale avec un détachement professionnel, mais personne ne se précipita pour réconforter Patricia Coleman. 40 ans, dis-je doucement. 40 ans j'ai cru que vous m'aimiez. Malgré votre froideur, vos critiques, votre désapprobation constante, je trouvais des excuses. C'est juste comme ça que vous avez été élevé. C'est votre génération. Vous montriez l'amour différemment. Mais l'amour ne rit pas des enfants qui brûlent. L'amour ne trinque pas à la souffrance. Plus de larmes. Le ventilateur sifflait plus vite, essayant de suivre le corps paniqué. Je ne vous ai pas empoisonné, dis-je clairement. Je veux que vous sachiez que j'étais avec Grace à chaque instant, étant la mère que vous n'avez jamais été. Mais je ne vous plaindrai pas non plus. Vous avez tué quelque chose en moi cette nuit-là. La partie qui croyait encore que la famille signifiait protection, que les parents aimaient naturellement leurs enfants. Vous m'avez appris que les monstres avaient des visages familiers. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. Madame Coleman, je suis désolée, mais ces signes vitaux deviennent instables. Vous devriez peut-être. J'ai presque fini. Je restais debout, regardant la femme qui m'avait donné la vie mais qui avait regardé avec jubilation sa petite fille être presque emportée. Voulez-vous savoir le pire? Grace vous a pardonné. Sans y être invitée, sans comprendre toute l'ampleur de votre cruauté, elle vous a pardonné. Parce que c'est ce qu'elle est. Pure et bonne d'une manière que vous n'avez jamais été. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause, me retournant une dernière fois. La police enquête. Le FBI est impliqué. Ils appellent ça un assassinat. Professionnel et intraçable. Celui qui a fait cela voulait que vous souffriez. Et ils ont réussi. Les yeux de ma mère se révulsèrent alors que des convulsions la prenaient, son corps se secouant contre les contraintes. Des alarmes hurlèrent tandis que les infirmières se précipitaient, me dépassant pour stabiliser leur patiente. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je lui dise, demanda une infirmière, son ton professionnellement neutre. Si elle. Quand elle se stabilise, dites-lui. Grace m'a demandé de dire qu'elle lui pardonne. Elle a 7 ans, allongée dans un lit d'hôpital avec des brûlures au 3e degré, et elle vous pardonne. C'est la différence entre elle et la famille qui m'a élevée. Elle a choisi la grâce. Vous avez choisi la cruauté. Et maintenant, vous mourrez en sachant quel choix a mené où. Ma mère est décédée 3 heures après ma visite. Les infirmières ont dit qu'elle semblait simplement avoir abandonné, son corps se rendant à l'inévitable. L'enquête s'est poursuivie pendant des mois. Les équipes de la police scientifique ont démonté la maison de mes parents pièce par pièce, à la recherche de preuves. Ils ont trouvé le système de diffusion dans l'unité de CVC, un appareil sophistiqué qui libérait le poison à l'aide d'une minuterie, mais ils n'ont jamais trouvé qu'il avait installé ni d'où provenait la rare toxine. L'implication du FBI a élevé l'affaire au rang d'actualité nationale. L'agent spécial Ramirez, spécialiste des poisons de Quantico, m'a briefé sur leur découverte lors d'une des séances de physiothérapie de Grace. La substance est dérivée d'une plante que l'on ne trouve que dans des régions côtières spécifiques d'Amérique centrale et des Caraïbes, expliqua-t-elle, sa voix basse malgré la salle d'attente vide. Il s'agit d'extraits de mancenillier, combinés à un composé synthétique qui amplifie ses effets. Celui qui a fait cela possédait des connaissances avancées en chimie et un accès à des matériaux extrêmement rares. À quel point rares? Seuls 3 laboratoires dans le monde sont autorisés à manipuler cet extrait de plantes particulier. 2 sont des installations de recherche. 1 est une société pharmaceutique qui développe des antidotes. Nous avons vérifié leur inventaire. Rien ne manque. Donc, ça venait d'ailleurs. L'agent Ramirez hocha la tête sombrement. Le marché noir très probablement, mais même là, cela coûterait des centaines de milliers de dollars. Ce n'était pas un crime passionnel, Madame Coleman. C'était un coup professionnel. Qui dépenserait autant d'argent pour tuer ma famille?
Bien que même en posant la question, je pensais aux 3000 spectateurs de la vidéo, à la propagation virale de l'agonie de Grace. Combien de parents avaient regardé avec horreur? Combien avaient pensé, si quelqu'un faisait ça à mon enfant? L'appareil lui-même racontait une histoire de planification méticuleuse. Installé au moins une semaine avant l'empoisonnement, il avait été programmé pour libérer sa charge utile entre 8h30 et 9h le 28 décembre, correspondant à peu près au moment où Melissa avait commencé son direct la veille de Noël. Bien que la nature intentionnelle ou fortuite restait incertaine. Quelqu'un voulait qu'il sache, dit tranquillement l'agent Ramirez. L'horodatage n'était pas aléatoire. C'était un message. Les images de sécurité du quartier ne montraient rien d'inhabituel. Aucun véhicule étrange, aucune personne suspecte s'approchant de la maison. Celui qui avait installé l'appareil avait été invisible, suffisamment professionnel pour contourner les caméras, les alarmes et les voisins curieux. Nous avons amélioré les images de la semaine précédente, poursuivit Ramirez. Il y a une camionnette de service public qui apparaît 2 fois. Entreprise légitime, mais le visage du conducteur est toujours obscurci, casquette, lunettes de soleil, masque pandémique. Ça pourrait être une coïncidence. Ou quelqu'un qui savait exactement où se trouvaient les caméras. Exactement. Nous avons interrogé la compagnie de service public. Il n'avait pas d'appel de service prévu pour cette adresse. La camionnette a été volée de leur parking, rendue avant que quiconque ne s'en aperçoive. La maison de mes parents était devenue un monument de scène de crime. Du ruban jaune flottait dans le vent hivernal tandis que les techniciens en preuve et les équipes ASMA poursuivaient leurs recherches méthodiques. Les voisins signalèrent des détails étranges, une légère odeur sucrée les jours précédents, des insectes inhabituels se rassemblant sur la propriété, des oiseaux évitant complètement la zone. Le poison était élégant dans sa cruauté, admit l'agent Ramirez avec un détachement professionnel, conçu pour causer un maximum de souffrance tout en maintenant les victimes conscientes jusqu'à la fin. Celui qui a créé cela voulait qu'il sache exactement ce qui se passait et pourquoi. Des suspects, demandai-je, bien que je la sentais m'étudier attentivement. Vous restez une personne d'intérêt malgré votre alibi. Les assassinats commandités ne nécessitent pas une présence personnelle. Elle marqua une pause. Mais vos finances sont propres. Pas de gros retraits, pas de transactions de crypto-monnaie, pas de contact avec des intermédiaires connus. Soit vous êtes incroyablement sophistiquée, soit vous êtes innocente. J'étais avec ma fille, répétai-je pour la 100e fois, la regardant apprendre à bouger à nouveau, à faire confiance à nouveau, à croire que le monde n'est pas rempli de monstres qui blessent les enfants pour se divertir. Sa voix s'adoucit légèrement. Pour ce que ça vaut, j'ai aussi des enfants. J'ai vu la vidéo. Une partie de moi espère que nous ne résoudrons jamais cette affaire, mais il devait essayer. L'enquête s'est étendue à l'échelle internationale. Interpol s'est impliqué, traquant les sources potentielles des poisons. Le gouvernement péruvien a coopéré, fournissant les registres de toutes les personnes ayant eu accès aux régions restreintes où la plante poussait. Chaque piste s'est soldée par une impasse. Soit la personne avait un alibi, soit elle était décédée depuis des années. 3 mois plus tard, ils ont découvert quelque chose d'intéressant dans l'historique en ligne de Melissa. Elle avait reçu des menaces de mort. Rien d'inhabituel pour une influenceuse qui courtisait la controverse. Mais l'une d'elles sortait du lot, envoyée depuis un compte anonyme 2 jours après Noël, tu rendras ton dernier souffle à 8h47. Nous avons tracé l'adresse IP à travers cette serveur proxy sur 4 continents, me dit l'agent Ramirez lors d'une autre mise à jour. Celui qui a envoyé cela connaissait la cybersécurité, mais il voulait que nous trouvions ce message. Une autre miette de pain dans leur jeu. Le FBI fit appel à sa meilleure unité de cybercriminalité. Ils ont disséqué l'empreinte numérique du message anonyme, analysant les modèles de frappe, le choix des mots, la sophistication technique. Leur conclusion, très éduquée, avec un arrière-plan médical ou scientifique, un intérêt personnel dans le crime. Cette personne a regardé votre fille brûler, déclara Ramirez sans ambages. Et ils ont décidé que le système judiciaire ne serait pas suffisant. Le détective chargé de l'affaire me rendit visite lors d'une des séances de physiothérapie de Grace.
Le détective Morrison regarda ma fille s'efforcer de plier son bras cicatrisé, le visage empreint de détermination malgré la douleur évidente. Une enfant formidable, commenta-t-il. Elle n'a pas le choix, je gardai les yeux sur Grace. Le monde lui a appris très tôt que la bravoure est une question de survie. À propos de l'affaire de votre famille. Il sortit un bloc-notes. J'ai quelques questions à poser. Allez-y. Avez-vous eu un contact avec eux après la veille de Noël? Seulement par leur tentative de message, que j'ai documenté et donné à mon avocat. Je les ai bloqués partout où je pouvais. Aucun contact physique. Je ne me suis pas approché de leur maison. J'étais avec Grace à chaque instant. Vérifier les journaux de sécurité de l'hôtel, les dossiers de l'hôpital, mes transactions par carte de crédit. Chaque seconde est comptabilisée. Le détective Morrison m'étudia attentivement. Quelqu'un voulait la mort de votre famille. Quelqu'un ayant accès à des poisons rares et à des méthodes de diffusion sophistiquées. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est une exécution. Alors, peut-être devriez-vous enquêter sur leurs autres ennemis. Melissa a torturé un enfant en direct sur Facebook. Mes parents l'ont permis. Combien d'autres personnes ont-ils blessé au fil des ans? Combien d'autres victimes sont restées silencieuses parce qu'elles étaient de la famille? Il referma lentement son bloc-notes. Le FBI est impliqué maintenant. Poison international, commerce interétatique, tout le tout team. Mais entre vous et moi? Il jeta un nouveau coup d'œil à Grace. Certaines affaires n'ont pas besoin d'être résolues. Certaines justices se produisent en dehors du système. Je rencontrai son regard avec fermeté. Je n'en saurais rien. Non, acquiesça-t-il. Vous ne sauriez pas. Vous étiez ici avec votre fille, étant une bonne mère, protégeant ce qu'il reste à protéger. L'enquête finit par stagner. Sans piste, témoin ou preuve désignant un coupable spécifique, l'affaire se refroidit. Les médias passèrent à d'autres tragédies, d'autres méchants. La mort de ma famille devint une note de bas de page, un conte moral sur le karma et les conséquences. Grace et moi avons déménagé de l'autre côté du pays, construisant de nouvelles vies loin des cendres de notre ancienne. Elle a subi 4 autres chirurgies, chacune récupérant un morceau de ce que Melissa avait volé. Ses cheveux ont repoussé lentement, couvrant le pire des cicatrices. Les brûlures ont guéri en des taches roses qui s'estomperaient avec le temps, sans jamais disparaître complètement. Des années passèrent. Grace devint une jeune femme remarquable, son expérience la trempant en quelqu'un de fort et de compatissant. Elle fit du bénévolat dans des unités de brûlés, partageant son histoire avec d'autres jeunes victimes. Elle témoigna devant le Congrès sur la maltraitance des enfants en ligne, ses mains cicatrisées fermes alors qu'elle tenait le microphone. La récupération physique avait pris 5 ans, 17 opérations pour réparer les dégâts, greffe de peau prélevée sur ses cuisses et son dos, procédures reconstructives pour les zones les plus touchées, révision des cicatrices pour restaurer la fonctionnalité. Chaque opération signifiait des semaines de récupération, des cours manqués, un isolement de ses pairs qui ne comprenaient pas pourquoi elle avait l'air différente. Mais Grace ne se plaignit jamais. Elle nomma chacune de ses cicatrices comme de vieilles amies. La constellation sur son bras gauche devint Orion. La zone sur son cuir chevelu où les cheveux ne repousseraient jamais était la lune. Elle les portait ouvertement, refusant de se cacher sous des manches longues ou des perruques. Elles sont la preuve que j'ai survécu, me dit-elle un jour, à 12 ans et sage au-delà de son âge. Tante Melissa a essayé de m'effacer, mais je suis toujours là. L'école avait été son propre champ de bataille. Les enfants pouvaient être cruels face aux différences, et les cicatrices de Grace en faisaient une cible. Le premier jour de CE2, un garçon nommé Tommy l'avait pointé du doigt et s'était moqué, l'appelant Freddy Krueger. Grace l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit « J'ai survécu à être incendié par quelqu'un qui était censé m'aimer. » Quelle est la pire chose que tu aies survécu? Les devoirs de maths. La maîtresse m'appela cet après-midi-là, non pas pour se plaindre, mais pour s'émerveiller, votre fille a plus de force que la plupart des adultes que je connais. Au collège, Grace avait trouvé sa voie. Elle créa un groupe de soutien pour les survivants de traumatismes, des enfants qui avaient vécu des abus, des accidents, des maladies qui laissaient des marques visibles.
Ils se réunissaient dans notre salon tous les jeudis, partageant des histoires et des stratégies pour naviguer dans un monde qui valorisait la perfection physique. Les cicatrices racontent des histoires, disait-elle aux plus jeunes. Le lycée apporta de nouveaux défis. Les rencontres semblaient impossibles lorsque chaque petit ami potentiel finirait par poser des questions sur ses cicatrices. Le premier garçon qui tenta de l'embrasser recula lorsque sa main toucha le tissu cicatriciel sur son cou. Je la trouvai en pleurs cette nuit-là. L'une des rares fois où elle avait laissé transparaître la douleur. Pourquoi a-t-elle fait ça, maman? Vraiment? Pourquoi? Pas la raison superficielle, mais au fond, qu'est-ce qui a rendu tante Mélissa capable de blesser un enfant? Je me suis posé cette question 1000 fois, admettez-je, la serrant fort. La seule réponse que j'ai trouvée est que certaines personnes ont une obscurité en elles qui se nourrit de la douleur des autres. Ta tante était l'une de ces personnes. Mes parents l'ont permis, peut-être même encouragé, mais leur obscurité ne diminue pas ta lumière. Tu penses qu'ils ont souffert? Demanda-t-elle doucement. Quand ils sont morts, j'ai choisi l'honnêteté. Les journaux ont rapporté que c'était une mort douloureuse. Le poison a affecté leur système nerveux. Bien. Le mot sortit durement, contrairement à ma fille compatissante. Puis, plus doucement, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Être contente qu'ils aient souffert. Ça fait de toi un être humain. Tu peux être une bonne personne tout en reconnaissant la justice et les conséquences. Tu peux choisir la gentillesse tout en admettant que certains actes méritent une punition. Les demandes d'admission à l'université avaient exigé des essais sur le dépassement de l'adversité. Grace avait écrit sur l'apprentissage à voir la beauté dans l'imperfection, sur le choix de la grâce, sa vertu homonyme, plutôt que l'amertume. La lettre d'acceptation de Harvard arriva début avril pendant sa dernière année de lycée. Je vais étudier le droit, annonça-t-elle au dîner, spécifiquement les droits des victimes et la législation sur la cybercriminalité. Aucun autre enfant ne devrait vivre ce que j'ai vécu sans recours juridique immédiat. L'affaire de ta tante a changé certaines lois, lui rappelai-je. La loi fédérale sur l'agression en direct a été renforcée avec des peines minimales obligatoires. On l'appelle la loi du réveillon de Noël dans les cercles juridiques. Ce n'est pas suffisant. Internet évolue plus vite que la législation. Je veux faire partie de la solution. Sa première année à Harvard, elle rencontra David. Il étudiait la médecine, attiré par le traitement des brûlures pédiatriques après que son jeune frère ait survécu à un incendie de maison. Il voyait les cicatrices de Grace non pas comme des défauts, mais comme des preuves de survie. La plupart des gens les voient et pensent victimes, lui dit-il. Moi, je les vois et je pense guerrières. Ils sortirent ensemble pendant leurs études, leur relation construite sur une compréhension mutuelle du traumatisme et de la guérison. Lorsque David la demanda en mariage pendant leur dernière année, il le fit à l'unité de brûlés où Grace faisait du bénévolat, entourée d'enfants dont elle avait touché la vie. Tu enseignes aux gens que la beauté n'est pas qu'une question d'apparence, dit-il, agenouillé parmi les jouets et les fournitures de dessin. Tu leur montres que la survie est une forme de perfection en soi. Veux-tu m'épouser? Malgré tout, les questions sur ce matin de décembre persistaient. Le FBI avait réduit l'enquête active après 2 ans, mais l'affaire restait officiellement ouverte. Les théories proliféraient en ligne. Tout, de la justice vigilante à la conspiration internationale. Un podcast de True Crime consacra 6 épisodes à l'analyse de l'empoisonnement, faisant appel à des experts qui s'émerveillèrent de sa sophistication. Celui qui a fait cela, conclut l'animateur, possédait des ressources, des connaissances et une motivation qui le plaçaient dans une catégorie d'élite de tueurs. Ils ont exécuté un crime parfait, ne laissant aucune trace, sauf le message lui-même, que les actions ont des conséquences même lorsque le système juridique échoue. Je recevais parfois des lettres, des messages anonymes me remerciant d'avoir élevé une fille si courageuse ou exprimant leur satisfaction que la justice ait trouvé un chemin. Je les remettais au FBI qui les ajoutait à un dossier qui ne serait jamais résolu. Grace fut diplômée magna cum laude de la faculté de droit de Harvard. Son discours de remise des diplômes, prononcé devant des milliers de personnes, était centré sur la transformation du traumatisme en un but. Elle se tenait au pupitre, ses cicatrices visibles sous les lumières vives, sa voix forte et claire.
Il y a 11 ans, quelqu'un a essayé de m'effacer. Ils ont échoué. Non pas parce que j'étais plus forte que le feu, mais parce que l'amour est plus fort que la haine. L'amour de ma mère m'a tiré des flammes. Le dévouement des professionnels de la santé a reconstruit mon corps. Le soutien d'une communauté a reconstruit mon esprit. Et quelque part, quelqu'un a décidé que ma douleur méritait justice, même s'il devait la rendre lui-même. Elle fit une pause, laissant le poids de cette déclaration s'installer. Je ne prône pas la justice vigilante. Mais je comprends l'impulsion. Quand les systèmes échouent, quand la cruauté reste impunie, quand les enfants souffrent pour le divertissement d'autrui, le cœur humain crie à l'équilibre. Mon travail maintenant est de renforcer ces systèmes pour garantir que personne d'autre ne ressente ce besoin désespéré de justice en dehors de la loi. Le doyen essuya ses larmes tandis que Grace concluait. À ceux qui portent des cicatrices, visibles ou cachées, vous n'êtes pas brisés. Vous n'êtes pas inférieurs. Vous êtes la preuve que l'humanité peut survivre à ses pires pulsions. Et à ceux qui infligent des cicatrices, souvenez-vous que l'univers a une manière d'équilibrer les balances, que ce soit par les tribunaux ou par des circonstances que nous ne pourrons jamais entièrement comprendre. Le soir avant son examen du barreau, elle me posa la question dont j'avais toujours su qu'elle viendrait. « C'est toi qui les as tués, maman ?» Nous étions assises sur notre véranda, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'ambre et de rose. J'avais répété ma réponse pendant plus d'une décennie, mais les mots me semblaient toujours inadéquats. J'étais avec toi à chaque instant, dis-je prudemment. Mon alibi est en béton. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve me liant à leur mort. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je rencontrai son regard. Ces mêmes yeux brillants qui m'avaient regardé à travers la flamme et la peur, maintenant devenus sages au-delà de ces années. Ce que j'ai fait, dis-je lentement, c'est survivre. Ce que j'ai fait, c'est te protéger. Ce que j'ai fait, c'est refuser de laisser leur cruauté définir nos vies. Tout le reste, c'est entre moi et les forces qui gouvernent la justice dans cet univers. Grace hocha lentement la tête. Tante Mélissa m'a fait du mal. Grand-mère et grand-père ont ri, puis ils sont morts douloureusement. Ce sont les faits. Oui, ce sont les faits. Elle tendit la main et prit la mienne, ses doigts traçant les légères cicatrices que je portais encore d'avoir éteint les flammes cette nuit-là. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma petite. Toujours. Nous restâmes dans un silence confortable alors que la nuit tombait. Deux survivantes liées par le traumatisme et le triomphe. Quelque part dans l'obscurité, les fantômes de Noël passé persistaient. L'écho des rires qui se transformèrent en cris. Le souvenir des flammes qui consumèrent plus que la chair. Mais nous étions toujours là, toujours vivantes, choisissant toujours la grâce plutôt que la cruauté. L'amour plutôt que la vengeance. Et si la justice avait trouvé son propre chemin jusqu'à la porte de ma famille, eh bien, certains mystères valaient mieux être laissés sans solution.